La guerre. Il semble que les États-Unis se préparent, avec Israël, à attaquer des raffineries et des centrales électriques iraniennes, comme l'a rapporté CBS News. Et pas seulement CBS. Nous l'avons appris de sources israéliennes, d'autres grands médias, de médias généralistes aux États-Unis. Mais au vu de la situation, selon vous, comment la guerre est-elle en train de changer ou d'évoluer? Et que voyez-vous venir avec cette nouvelle escalade, s'ils attaquent ce soir? Parce qu'apparemment, toutes les ambassades américaines de la région demandent à tous les citoyens américains de quitter la région dès que possible. Il semble que quelque chose de majeur soit sur le point de se produire. Eh bien, ma réaction, c'est que cela me rappelle cette célèbre formule attribuée à Albert Einstein. Il aurait dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à ce que ça marche. » Rien n'a marché. Et énumérons les faits, parce que les médias dominants déforment et dissimulent en grande partie ce qui se passe dans ces guerres, ainsi que sur beaucoup d'autres questions importantes de politique publique. Si l'on regarde la guerre en Iran, ça a été un désastre complet. Je vais faire 8 remarques. Il n'y a pas eu de changement de régime. Il n'y a eu aucun progrès concernant l'enrichissement nucléaire. Il n'y a eu aucune avancée dans la réduction des missiles balistiques iraniens à longue portée. Le soutien au Hamas, au Hezbollah et aux Houthis n'a pas été interrompu. 5. Le détroit d'Ormuz était ouvert. Il est maintenant fermé. 6. Les bases militaires américaines dans le Golfe ont été gravement endommagées. D'ailleurs, la couverture médiatique de tout cela est assez sidérante. Tout est édulcoré. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et en fait, un grand nombre de soldats américains se sont réellement repliés hors du Golfe et l'ont quitté. 7. En lien, dans une certaine mesure, avec ce que je viens de dire, l'alliance des États-Unis avec les pays du Golfe n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Disons les choses ainsi. Cette alliance a été fragilisée. Et huitièmement, bien sûr, la Russie et la Chine ont été les grandes gagnantes dans cette affaire. Ces vagues d'agression n'ont donc rien créé. Cela nous ramène à cette phrase d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant que ça marche. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Rien n'a marché et il continue à faire la même chose encore et encore en intensifiant à chaque fois. Et je pense qu'à chaque escalade, la position américano-israélienne se dégrade probablement de plus en plus. Parce qu'il faut se souvenir d'un enjeu majeur de réputation dont nous n'avons même pas parlé. La réputation d'Israël est vraiment au plus bas et celle des États-Unis s'effondre très rapidement. Même la Chine a désormais dépassé les États-Unis sur la scène internationale, en étant perçue comme un endroit bien plus attractif et accueillant que les États-Unis. Alors, quand vous entendez le président des États-Unis parler comme il l'a fait hier à Camp David, ce n'est que du vent. C'est un bonimenteur. Il embrouille les choses. La plupart de ce qu'il dit n'est pas vrai. Et d'ailleurs, la presse ne le reprend même pas là-dessus. Même la soi-disant, et c'est très intéressant, presse et les médias aux États-Unis sont censés avoir un biais plutôt à gauche, ce qui est probablement vrai. Enfin, je l'admets, sans avoir examiné en détail toutes les analyses et tout le reste. Mais est-ce qu'ils interpellent Trump sur ces choses-là? Pas tant que ça. Et la raison, c'est qu'ils ont peur de lui. Allez-y. Oui, enfin, cela nous ramène à ma vieille règle. La règle des 95% de Hanke. 95% de ce que vous lisez dans la presse et voyez dans les médias est soit faux, soit sans importance. C'est la règle des 95% de Hanke. Et là, on le voit très clairement. Prenons simplement la région du Golfe, par exemple.
dans la région du Golfe, si l'on part de 2008, c'est la grande crise financière, et qu'on va jusqu'à la fin de 2025, et qu'on regarde le PIB, le produit intérieur brut par habitant, ajusté en parité de pouvoir d'achat. Ce sont donc toutes de bonnes données provenant de la Banque mondiale. J'ai fixé un indice à 100 en 2008, puis j'ai regardé où en était cet indice à la fin de 2025. Grande surprise. Quel est le pays qui a connu la croissance la plus rapide dans la région? L'Iran. Son chiffre, à la fin de 2025, était de 115,7. And then see where that index is at the end of 2025. Big surprise. The fastest growing country in the region is who? Iran. Their number into the end of 2025 was 115.7. The only country, it isn't in the Gulf, it's close to the Gulf. Ce n'est pas dans le Golfe, c'est proche du Golfe. L'Irak était aussi à 115,7, puis on descend à l'Arabie Saoudite, à 113,5. Bahreïn est presque au même niveau que l'Arabie Saoudite, à 113,2. Ensuite, on a le Qatar, à 99,9, les Émirats arabes unis, à 97,1, Oman, à 85,2, et le Koweït, vraiment au plus bas, à 62,9. The UAE, 97.1, Oman, 85.2, and Kuwait, really in the tank, 62.9. So they've sunk a lot. Now, Donc, ils ont beaucoup coulé. Maintenant, est-ce que c'est l'image que vous donnent les médias? Non. L'image, c'était que l'Iran s'était effondré. En réalité, l'Iran est le pays de la région qui a connu la croissance la plus rapide depuis la grande crise financière, si l'on mesure le PIB par habitant ajusté à la parité de pouvoir d'achat. Les distorsions dans les médias sont tout simplement incroyables. Et encore hier, à Camp David, en parlant de l'Iran, le secrétaire au Trésor, Bessant, répète sans cesse le même chiffre, que l'inflation a explosé et que l'Iran est à genoux à cause de l'inflation. Puis il donne un chiffre, toujours le même, 180%. D'où il le sort, je n'en sais rien. Je suis le seul à mesurer avec précision, chaque jour, le taux d'inflation en Iran. Il est de 122% aujourd'hui, le 1er août. Et ils le savent, mais ils disent simplement ce qu'ils veulent. Voilà où on en est. Nous avons reçu un rapport sur l'économie saoudienne. Il indique que pendant la guerre, pas maintenant, pendant la guerre, les 40 jours de guerre et les répercussions qui ont suivi, le cessez-le-feu et tout le reste, avant les attaques, les récentes attaques contre les installations pétrolières, les raffineries et les sites de stockage de pétrole, qui ont été visés récemment. Avant que cela n'arrive, ils rapportaient que leur économie, leur PIB, s'était contracté de 4,8%. Comment comprenez-vous le fait que leur économie souffre d'une manière ou d'une autre? Partons du principe que c'était 4,5%, disons une contraction de 5%, et puis on voit l'Arabie saoudite attaquer l'Iran, attaquer le Yémen, puis de nouveau attaquer l'Iran, aux côtés des États-Unis, en attaquant le gouvernement iranien, une partie de l'armée du gouvernement iranien. Et pendant ce temps, l'Iran dit, nous n'étions pas derrière ces attaques contre l'Arabie saoudite. Mais il se passe quelque chose de très étrange en Arabie saoudite. Je ne sais pas pourquoi. Comment donnez-vous un sens à tout cela? Eh bien, le PIB global a baissé de, disons, plus ou moins 5%. Le point essentiel, c'est que l'industrie pétrolière, elle, a chuté de 24%, et c'est la plus grosse part de l'économie. Donc, le recul du secteur pétrolier a vraiment tout bloqué. Ils ont exporté un peu de pétrole par l'oléoduc qui débouche sur la mer Rouge, mais ce n'est, disons, qu'une goutte d'eau. Ce n'est pas comparable aux exportations qu'ils faisaient avant la guerre, via le Golfe. De mémoire, je n'ai pas le pourcentage exact, mais c'est nettement moins. Je pense qu'ils tournent autour de 40% ou quelque chose comme ça, de ce qu'ils faisaient auparavant. C'est donc cela qui tire toute l'économie vers le bas. Quant à ce qu'ils font avec les Houthis au Yémen, ce sont essentiellement des rebelles chiites en Irak.
it's not. I don't think they're direct. They've been in direct confrontation with the. Je ne pense pas qu'ils soient en confrontation directe avec le gouvernement irakien lui-même. Je pense qu'il s'agit de ces milices rebelles. Mais à mon avis, c'est une stratégie perdante. C'est mon analyse. Pourquoi voudriez-vous vous impliquer? Premièrement, pourquoi voudriez-vous être impliqué dans une guerre avec qui que ce soit? Je veux dire, quel est le calcul derrière ça? Et je suis sceptique parce que la plupart de ces guerres, si on les regarde après coup, Nima, sont perdantes. Elles coûtent beaucoup d'argent, premièrement, et en général, elles n'accomplissent rien. Donc je ne sais pas exactement ce que préparent les Saoudiens. So I don't exactly know what the Saudis are up to. How about Donald Trump? What is he going to achieve? Et Donald Trump, qu'est-ce qu'il va obtenir avec ces nouvelles attaques? En quoi cela va l'aider concernant les réserves de pétrole face aux difficultés dans le détroit d'Ormuz? Aujourd'hui, les Iraniens ont annoncé que le détroit était totalement fermé, que plus rien ne passait. Et les attaques contre l'Iran, en quoi vont-elles résoudre ces problèmes? The tax on Iran, how is that going to resolve those issues? It's not going to. I went through those 8 points. Ça ne va pas marcher. J'ai passé en revue ces 8 points. Cette guerre a clairement été un désastre stratégique total pour les États-Unis, et je dirais même que c'est probablement encore pire pour Israël, d'une certaine manière. Et elle ne va rien accomplir. Elle va aggraver les choses. Ce qui est déjà une défaite sera une défaite encore plus grande après ces attaques. Donc, encore une fois, la folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant que ça marche. Oui, le problème, c'est que la seule façon dont il pourrait peut-être contraindre Donald Trump, vous savez, à arrêter ces attaques, ce serait par l'économie, par une pression économique sur Donald Trump. Est-ce que cela va arriver? Eh bien, la guerre, de manière générale, est très impopulaire aujourd'hui et elle commence à affecter l'économie. Vous avez vu que le chiffre du PIB américain au deuxième trimestre était nettement plus faible que ce que le consensus prévoyait. Et le problème de l'inflation est toujours là. Il ne va pas disparaître de sitôt. Et la popularité de Trump chute à des niveaux historiquement bas. La guerre est très impopulaire. Ouais, et tout va simplement dans la mauvaise direction. Ce que Trump espère, je pense, c'est que ces vagues d'agression finiront d'une manière ou d'une autre par forcer les Iraniens à venir à la table des négociations. Et Trump dira alors « j'ai gagné ». Peu importe ce qu'ils négocieront, un nouveau mémorandum d'entente ou quoi que ce soit d'autre, Trump prétendra avoir gagné. Il essaye donc de manœuvrer, d'obtenir quelques avancées qui lui permettront de revendiquer une victoire. C'est ce qui se passe réellement. Vous savez, souvenez-vous de ces 3 principes, ceux qu'il tenait de son mentor Cohn. 1. Attaquer, attaquer, attaquer. 2. Nier, nier, nier. 3. Revendiquer la victoire, revendiquer la victoire, revendiquer la victoire. C'est ça qu'il a en tête. Les gens disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il a en tête. Eh bien, c'est pas vrai. C'est attaquer, attaquer, attaquer. Nier, nier, nier. Victoire, victoire, victoire. C'est tout. Donc, on dirait qu'il va attaquer de nouveau. Il niera tout ce que j'ai passé en revue dans ces 8 points, qu'ils ont perdu, et il revendiquera la victoire. D'ailleurs, il continue de dire, moi maintenant, parce que c'est devenu assez embarrassant, il continue de répéter qu'il a coulé la marine, qu'il a anéanti l'armée de l'air, qu'il a anéanti ceci et qu'il a anéanti cela. Mais le fait est que les Iraniens continuent de tirer des missiles balistiques et des drones un peu partout. Donc il a un peu atténué ça. Mais le postulat ici, son postulat, c'est qu'il a ces 3 points. Mais au fond, le postulat reste toujours le même que celui qu'utilisent les gouvernements. Le public est stupide et ils peuvent lui vendre tout ça. Et la presse suit plus ou moins le mouvement.
Et particulièrement avec Trump, je veux dire toutes les erreurs qu'il commet, les fausses déclarations, et ainsi de suite. La presse devrait être sur tous ces sujets. Mais regardez le COVID au fait. On a eu, vous savez, le docteur Fauci qui a témoigné cette semaine. Enfin, il n'a pas vraiment témoigné. Il a invoqué le 5e amendement 111 fois pour ne pas avoir à dire quoi que ce soit. Mais c'est le docteur mort, en gros. Alors, pourquoi n'en fait-on pas toute une affaire? C'est un sujet que je connais un peu, parce qu'avec Jonas Herby et Lars Jonung, j'ai réalisé la plus grande méta-analyse existante sur les confinements liés au COVID. Nous avons écrit un livre à ce sujet, évalué par les pairs, intitulé « Les confinements ont-ils marché ?», publié par l'Institute of Economic Affairs à Londres. Nous avons aussi publié un important article dans la revue Public Choice, intitulé « Les confinements liés au COVID-19, en valait-il la peine ?» Et ce que nous avons constaté. Nous avons commencé, et soit dit en passant, cela a représenté un travail considérable, par examiner 18 590 études qui avaient été réalisées. Avec une méta-analyse, il faut disposer de données de très grande qualité, que l'on puisse normaliser afin de comparer les études entre elles. Au final, seules 22 études étaient d'une qualité suffisante pour être retenues. Et voici nos résultats. Aux États-Unis, nous avons constaté, en examinant les taux de mortalité, que les confinements avaient sauvé entre 4 000 et 16 000 vies. Pour mettre cela en perspective, chaque saison, la grippe tue 38 000 personnes aux États-Unis. Et en Europe, nous avons constaté que les confinements avaient sauvé entre 6 000 et 23 000 vies, quelque chose dans cette fourchette. Mais la grippe tue 72 000 personnes chaque année. Or, ces études dans ce livre, ont été enterrées par Fauci et par l'establishment de la santé publique, littéralement censurées. Elles n'ont jamais vraiment vu le jour. Enfin, elles sont publiées. Vous pouvez les trouver vous-même assez facilement. Elles sont toutes en ligne. Mais cela vous montre comment ce système fonctionne. Ils ne voulaient pas voir nos résultats, parce que nos résultats montraient que les confinements avaient été la plus grande catastrophe de politique publique, peut-être de toute l'histoire des États-Unis. Rappelez-vous, les confinements ont eu un effet minime. Ils n'ont pas sauvé beaucoup de vies. Et l'économie a été arrêtée, complètement arrêtée. Je veux dire, le coût a été énorme. Et ça a été une catastrophe de politique publique. On n'en parle jamais. L'autre chose dont on ne parle pas concernant Fauci et le COVID, c'est le fait, et maintenant ça commence à sortir, qu'il y a eu une bonne interview du professeur Jeff Sachs de Columbia, qui est aussi conseiller de l'Organisation mondiale de la santé. Et Sachs a dit très clairement que le COVID, le virus, avait été fabriqué aux États-Unis, dans un laboratoire de l'Université de Caroline du Nord. Et ces recherches, donc le virus, ont été transférées au laboratoire de Wuhan, en Chine, parce qu'ils avaient un accord de coopération. Et la fuite a eu lieu à Wuhan. Mais elle ne s'est pas produite naturellement, comme Fauci et l'establishment n'ont cessé de le dire. Il a été produit dans un laboratoire. Et pas seulement ça, il a été produit dans un laboratoire aux États-Unis. Les États-Unis en étaient responsables, un laboratoire américain. Sachs a d'ailleurs très clairement dit qu'il s'agissait de recherches très dangereuses. Le ministère de la Défense a même refusé de les financer. Ils ont dit que c'était trop dangereux. Ils n'allaient pas le faire. Mais une unité des Instituts nationaux de la santé, dont Fauci était le directeur, les a financés.